J'ai eu un grave accident quand j'avais 17 ans. Ma mère a refusé de venir à l'hôpital pour signer le consentement pour les interventions médicales. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. L'hôpital a donc contacté mon grand-père. 15 jours plus tard, un homme en costume a frappé à la porte de ma mère, et elle est devenue hystérique en découvrant pourquoi. Je m'appelle Mathéo, et j'ai 22 ans aujourd'hui, mais cette histoire commence quand j'en avais 17, le pire jour de ma vie. Ou peut-être le meilleur. Je n'en suis toujours pas tout à fait certain. Je n'aurais jamais pensé que ma propre mère me laisserait mourir. Laissez-moi vous donner un peu de contexte avant d'arriver à la partie la plus intense. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. C'était un cancer agressif, 6 mois entre le diagnostic et la fin. Mon grand-père paternel, Ricardo ou Don Ricardo, comme tout le monde l'appelait, est devenu ma figure paternelle à partir de ce moment-là. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo, qui venait à mes matchs de foot, qui m'aidait avec les devoirs de maths que je détestais. Ma mère s'est remariée 2 ans après la mort de papa, avec un homme nommé Fernando, et tout a changé. Je ne vais pas dire que Fernando était un homme foncièrement mauvais. Il ne voulait tout simplement pas de l'enfant d'un autre dans sa vie parfaite avec ma mère, et elle a choisi de lui faire plaisir. Les visites chez mon grand-père sont devenues plus espacées, les appels plus courts. J'étais devenu une nuisance, un rappel inconfortable de sa vie d'avant. Mais passons à autre chose. Le jour de l'accident, c'était un samedi d'octobre. J'avais eu ma première moto 3 mois plus tôt, en travaillant les week-ends dans un supermarché. C'était une Honda d'occasion, mais en bon état. Ma fierté, mon trésor. Ma mère détestait cette moto. Elle disait que c'était dangereux, que j'allais me tuer avec. Fernando, lui, n'avait tout simplement pas d'opinion, comme si je n'existais pas. J'étais en route pour la maison de mon grand-père quand une voiture a grillé un feu rouge. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'impact a été brutal. J'ai été projeté sur plusieurs mètres. Je me souviens du bruit du métal qui se tord, de l'asphalte qui râpait ma peau, et puis plus rien. Je me suis réveillé dans l'ambulance. La douleur était indescriptible. Une jambe fracassée, 3 côtes cassées, un traumatisme crânien, une hémorragie interne. Les ambulanciers parlaient vite. Des mots techniques que je ne comprenais pas, mais qui semblaient urgents, très urgents. À l'hôpital, c'était le chaos. Des médecins qui couraient, des infirmières qui criaient des codes, des lumières vives qui m'aveuglaient. Ils devaient opérer immédiatement, mais j'étais mineur. Il leur fallait une autorisation parentale. Une infirmière a composé le numéro de ma mère. J'étais conscient. Je pouvais tout entendre, bien que ma vision soit floue. L'infirmière a expliqué la situation, urgence, chirurgie immédiate, risque de mort s'il n'opérait pas dans l'heure qui suivait. Et puis j'ai entendu la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. On est sur le point de partir dîner. Le silence qui a suivi était mortel. L'infirmière a regardé le téléphone comme si c'était un objet extraterrestre. Une autre infirmière à côté a couvert sa bouche avec sa main. Un médecin qui passait par là s'est arrêté net. Excusez-moi, a répété l'infirmière, votre fils a besoin d'une chirurgie d'urgence maintenant. Je vous ai entendu, a répondu ma mère de ce ton froid que je ne connaissais que trop bien. Si c'est si grave, appelez mon beau-père. Ricardo Mendoza. Il doit être dans le carnet d'adresse du garçon. Il pourra signer tout ce qu'il faut. Je ne peux pas venir maintenant. Et elle a raccroché. J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Les larmes, si. Pas à cause de la douleur physique, mais à cause de la prise de conscience, à cet instant, que ma propre mère venait de choisir une réservation au restaurant plutôt que ma vie. L'infirmière plus âgée, une femme d'une 50aine d'années à l'expression maternelle, m'a serré la main. Doucement, mon garçon. On va trouver ton grand-père. Tout va bien se passer. Ils ont trouvé le numéro de mon grand-père sur mon téléphone brisé. Ils l'ont appelé. 20 minutes plus tard, il est arrivé en courant dans la salle des urgences. Il avait 75 ans, mais je ne l'avais jamais vu se déplacer aussi vite. Son visage était blanc, bouleversé. Ses mains tremblaient tandis qu'il signait les papiers. Mon garçon, répétait-il sans cesse alors que les médecins me poussaient vers le bloc opératoire. Je serai là. Je ne vais pas te laisser seul. L'opération a duré 7 heures.
Quand je me suis réveillé, mon grand-père était là, assis sur une chaise en plastique inconfortable à côté de mon lit. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il s'était endormi la main posée sur la mienne. Les 15 jours suivants ont été un flou de douleurs, de médicaments et de lente convalescence. Mon grand-père n'est jamais parti. Il dormait dans ce fauteuil horrible. Il mangeait ce que les infirmières lui apportaient de la cafétéria. Il se douchait dans la salle de bain de l'hôpital. Une infirmière lui a apporté un oreiller et une couverture au bout du 3e jour. Ma mère ne s'est jamais montrée. Pas une visite, pas un appel, rien. Les infirmières commentaient entre elles quand elles pensaient que j'étais endormi. Quel genre de mère fait ça? Ce grand-père vaut son pesant d'or. Si c'était mon fils, elle aurait déjà perdu la garde. Le médecin-chef de l'équipe de nuit a dit quelque chose qui m'est resté, c'est un abandon. C'est un crime. Mon grand-père n'a jamais dit de mal d'elle devant moi, mais je pouvais voir la rage contenue dans ses yeux, la douleur, la déception. Il avait perdu son fils, mon père, et maintenant il voyait la mère de son petit-fils l'abandonner à la mort. Quand j'ai enfin pu sortir, il m'a aidé à m'installer dans un fauteuil roulant. Nous sommes montés dans sa vieille Chevrolet bleue. Il a démarré la voiture mais n'a pas pris la direction de la maison où je vivais avec ma mère et Fernando. Il se dirigeait vers chez lui. « Papy, dis-je, on se trompe de route. » Il m'a regardé avec une tristesse infinie dans ses yeux fatigués. « Non, mon fils. Nous allons exactement là où nous devons aller. Ta mère a appelé hier. Elle a dit de ne pas revenir, que tu vivais avec moi désormais. » La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était pire que l'accident, pire que l'opération, pire que les 15 jours d'agonie physique. C'était une douleur qui m'a fendu de l'intérieur, qui m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la famille. Ma propre mère m'avait officiellement, définitivement, jeté. Mon grand-père pleurait en conduisant. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues ridées. J'ai pleuré aussi. Nous avons tous les deux pleuré pendant tout le trajet jusqu'à sa maison. Mais ce que nous ignorions tous les deux, c'est que ce jour-là, au même moment où nous roulions vers notre nouvelle vie ensemble, un homme en costume frappait à la porte de ma mère, et son monde parfait était sur le point de s'effondrer. La maison de mon grand-père sentait exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, le café frais, le bois ancien et les biscuits au beurre qu'il achetait à la boulangerie du quartier. C'était la maison où mon père avait grandi, où des photos de lui étaient accrochées à chaque mur. Mon refuge. Mon grand-père m'a installé dans ce qui avait été la chambre de mon père. Il y avait encore quelques-uns de ses trophées de baseball sur une étagère, quelques photos de lui adolescent. Il m'a aidé à m'installer confortablement dans le lit, à ajuster les oreillers pour maintenir ma jambe plâtrée surélevée, et m'a apporté de l'eau et mes médicaments. « Repose-toi, mon garçon », a-t-il dit. On parlera de tout ça demain. Mais j'avais besoin de savoir. « Papy, qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?» Il s'est assis lourdement sur le bord du lit et a soupiré profondément. Ses mains calleuses de travailleur tremblaient légèrement. « Elle m'a appelé hier après-midi », a-t-il commencé. « Elle a dit que tu étais un problème depuis des années. Que Fernando n'est pas à l'aise avec toi dans la maison. Que maintenant que tu as failli mourir et que tu vas avoir besoin de soins et de rééducation, elle n'a ni le temps ni l'énergie pour ça. Qu'il vaut mieux que tu vives avec moi dorénavant. » Il a fait une pause, et je l'ai vu serrer la mâchoire. Elle a aussi dit qu'elle n'allait payer aucune de tes dépenses médicales, que puisque j'avais signé les papiers, c'était ma responsabilité. Je lui ai dit que ça me convenait parfaitement, que je m'occuperais de tout avec plaisir, que c'était un honneur d'être ton tuteur. Je fixais le plafond, en train de digérer. Ma mère s'était complètement lavé les mains de moi, comme si je n'avais jamais existé pour elle. « Il y a autre chose que tu dois savoir », a dit mon grand-père. « Mais ça peut attendre. Maintenant, dors. » J'ai pris mes analgésiques et je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. Ce que je ne savais pas, ce que j'allais découvrir quelques jours plus tard, c'est ce qui se passait à ce moment précis chez ma mère. Laissez-moi vous raconter comment on me l'a rapporté plus tard. Il était 19h, le 15e jour. Ma mère et Fernando se préparaient à sortir. Ils avaient une réservation dans un nouveau restaurant italien qui venait d'ouvrir en ville. Elle mettait ses boucles d'oreilles quand on a sonné à la porte. Fernando a ouvert. Un homme d'une quarantaine d'années, costume gris impeccable, mallette en cuir à la main, avec une expression sérieuse et professionnelle. « Bonsoir », dit l'homme. « Je cherche Madame Patricia Vega de Mendoza. » Ma mère est sortie de la chambre,
une boucle d'oreille mise et l'autre à la main. C'est moi, a-t-elle répondu de ce ton désinvolte qu'elle utilisait pour tout. En quoi puis-je vous aider? L'homme a sorti une enveloppe Kraft de sa mallette. Je suis maître Ramirez, du cabinet d'avocats Campos et Associés. Je suis ici pour vous notifier formellement d'une plainte déposée contre vous. Ma mère a ri, littéralement ri. Une plainte? Pourquoi? De la part de qui? L'avocat a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs documents. L'hôpital central vous poursuit pour abandon de mineurs en situation d'urgence médicale. L'État a également engagé une procédure pour négligence parentale grave. Et Monsieur Ricardo Mendoza se porte partie civile au nom de son petit-fils mineur, Mateo Mendoza Vega. La couleur a quitté le visage de ma mère. Quoi? C'est ridicule. Je n'ai abandonné personne. L'avocat a continué d'une voix neutre et professionnelle. Selon les registres de l'hôpital, le 18 octobre, votre fils mineur a été admis avec de multiples traumatismes graves nécessitant une chirurgie d'urgence immédiate. L'hôpital vous a contacté en tant que tutrice légale pour obtenir le consentement. Vous avez refusé de vous présenter et avez déclaré, je cite, « Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. » Cette conversation a été enregistrée conformément au protocole de l'hôpital et 3 membres du personnel médical présents en sont témoins. Je ne l'ai pas dit comme ça, balbutia ma mère. Ils m'ont mal comprise. L'avocat était implacable. De plus, pendant les 15 jours d'hospitalisation de votre fils, vous n'avez effectué aucune visite, aucun appel de suivi, et n'avez fourni aucun soutien émotionnel ou financier. Le mineur est sorti aujourd'hui sous la garde de son grand-père paternel. Tout ceci est documenté et certifié. Il a sorti d'autres papiers de l'enveloppe. Ceci est la notification officielle de la plainte. Ceci est la convocation pour l'audience préliminaire dans 2 semaines. Et ceci est la notification des services sociaux de l'État, vous informant qu'un processus d'évaluation de votre aptitude en tant que mère et de la possible déchéance de vos droits parentaux a été initié. Ma mère était sans voix. Fernando a fait un pas en arrière, se distançant littéralement d'elle. C'est la faute de Ricardo? A-t-elle finalement crié. C'est lui qui vous a monté contre moi. Il veut me prendre mon fils. L'avocat a secoué la tête. Madame, la procédure légale a été initiée automatiquement par l'hôpital lorsqu'ils ont documenté l'abandon. C'est le protocole obligatoire dans les cas de négligence mettant en danger la vie d'un mineur. Monsieur Mendoza a simplement choisi de soutenir la procédure et de demander la garde légale formelle de son petit-fils, ce qui est son droit en tant que parent direct. Mais je suis sa mère. Une mère qui a choisi une réservation au restaurant plutôt que la vie de son fils, a répondu l'avocat, avec la première pointe d'émotion dans sa voix. Une mère qui n'a pas rendu visite à son fils gravement blessé une seule fois en 15 jours. Les juges ne sont généralement pas très cléments dans ce genre d'affaires, madame. Il lui a tendu tous les documents. Vous avez 2 semaines pour engager une représentation légale. Je vous suggère de le faire rapidement. Bonne soirée. Il s'est retourné et est parti, laissant ma mère avec une pile de papiers juridiques dans ses mains tremblantes. Fernando a parlé pour la première fois. Patricia, c'est grave. Ça pourrait m'affecter aussi. Des ennuis judiciaires, mon travail, ma réputation. Je n'ai pas signé pour ça. Et c'est ainsi qu'a commencé la chute libre de ma mère. J'ai appris tout cela une semaine plus tard. Mon grand-père me l'a raconté calmement, en choisissant ses mots avec soin alors que nous prenions le café dans sa petite cuisine. J'ai demandé un avis juridique, mon fils, a-t-il expliqué. Après avoir vu comment elle t'a laissé là pour mourir, je ne pouvais pas rester sans rien faire. L'avocat m'a dit que ce qu'elle avait fait était techniquement un crime. Abandon de mineurs en situation d'urgence. Il a dit que l'hôpital avait probablement déjà commencé un signalement aux services sociaux. Et c'était le cas. Mais tu l'as poursuivi aussi, ai-je demandé. J'ai demandé la garde officielle, a-t-il corrigé, et j'ai soutenu l'enquête de l'État. Mon fils, j'ai des documents des 3 dernières années. Toutes les fois où tu es resté avec moi parce qu'elle partait en voyage avec Fernando. Toutes les fois où j'ai payé tes fournitures scolaires parce qu'elle prétendait ne pas avoir d'argent mais s'achetait des sacs de créateurs. Toutes les fois où tu m'as appelé en pleurant parce que tu te sentais invisible dans ta propre maison. Je ne savais pas que tu gardais tout ça. Un grand-père protège toujours ses petits-enfants, a-t-il dit simplement.
Ton père m'a fait promettre avant de mourir que je prendrais soin de toi, et je vais tenir cette promesse, même si c'est la dernière chose que je fais. À ce moment-là, j'ai compris que mon grand-père se préparait à cela depuis des années, attendant, documentant, prêt à agir quand ce serait nécessaire. Et le moment était venu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a poursuivi mon grand-père, tu vas suivre une thérapie. Tu vas guérir. Tu vas finir le lycée. Tu iras à l'université si tu le veux. Et je serai là à chaque étape. Quant à ta mère, un juge en décidera. Mais je ne vais pas te mentir, mon fils. Avec les preuves qu'ils ont, il est très probable qu'elle perde complètement ses droits parentaux. Je suis resté assis en silence, en train de tout assimiler. Est-ce que tu regrettes de l'avoir poursuivi, ai-je finalement demandé. Je ne l'ai pas vraiment poursuivi, a-t-il clarifié. J'ai soutenu une procédure judiciaire qui allait se produire de toute façon. Et non, mon fils, je ne regrette pas. Je regretterais davantage de ne pas t'avoir protégé quand j'en avais l'occasion. J'ai hoché la tête. Je sentais quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas du bonheur, exactement. C'était quelque chose qui ressemblait plus à de la paix, à de la justice, au sentiment d'être enfin valorisé et protégé. Mon téléphone, que mon grand-père avait remplacé, a commencé à sonner. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a continué de sonner pendant les jours suivants. Des messages vocaux de ma mère pleurant, suppliant, accusant mon grand-père, les médecins, Fernando, accusant tout le monde sauf elle-même. J'ai bloqué le numéro. Mon grand-père avait raison. Il était temps de guérir. Il était temps de recommencer, et cette fois, avec la famille qui m'aimait vraiment. Les mois suivants ont été des montagnes russes juridiques et émotionnelles. L'audience préliminaire s'est déroulée exactement comme mon grand-père l'avait prévu. Ma mère s'est présentée avec un avocat bon marché qui était clairement mal préparé. L'avocat de l'hôpital a présenté l'enregistrement de l'appel téléphonique. Nous l'avons tous écouté dans cette salle d'audience froide. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Sa propre voix la condamnait froide, désintéressée, irritée par l'interruption. La juge était une femme d'une soixantaine d'années à l'expression sévère. Elle a regardé ma mère avec quelque chose que je ne peux décrire que comme un mépris contenu. 15 jours, balbutia ma mère, en essayant d'expliquer. Je ne savais pas que c'était si grave. On m'avait dit qu'il était stable. Le représentant de l'hôpital s'est levé avec un dossier épais. Votre honneur, les registres montrent que l'hôpital a passé 4 appels supplémentaires pendant ces 15 jours, informant de l'état critique du mineur. Madame Vega n'a jamais répondu. Elle n'a pas non plus répondu aux SMS. Elle ne s'est pas non plus présentée lorsqu'on l'a informé que son fils était sorti de son coma artificiel. La juge a examiné les documents en silence. Puis elle a regardé ma mère. Madame Vega, en 30 ans de carrière comme juge aux affaires familiales, j'ai vu de nombreux cas de négligence. Mais le niveau d'indifférence que vous avez montré envers votre fils mourant est l'un des plus alarmants dont j'ai jamais été témoin. Ma mère a pleuré. Fernando n'était pas avec elle. Il avait mis fin à leur relation 2 semaines après la notification légale. Il ne voulait pas du scandale, ne voulait pas des ennuis, exactement comme mon grand-père l'avait prédit. La sentence est tombée 3 mois plus tard. Déchéance totale des droits parentaux, une amende d'environ 2500 €, un casier judiciaire, et une ordonnance restrictive lui interdisant de m'approcher sans mon consentement explicite jusqu'à mes 18 ans. Mon grand-père a obtenu la garde légale complète, une adoption formelle. Je suis officiellement devenu son fils aux yeux de la loi. Mais la justice ne s'est pas arrêtée là. La famille élargie a tout appris. Les frères de mon grand-père, mes grands-oncles, étaient horrifiés. Une de mes grands-tantes a confronté ma mère publiquement au supermarché. L'histoire s'est répandue dans le quartier, dans toute la famille. Ma mère est devenue un paria social. Son employeur l'a appris. Ils l'ont licenciée, violation des valeurs de l'entreprise ou quelque chose du genre. Fernando l'a quittée et a emporté beaucoup des choses qu'ils avaient achetées ensemble. Elle a dû déménager dans un petit appartement, seule, complètement seule. La justice poétique était presque parfaite. Elle m'avait laissé seule pour mourir. Maintenant, elle était seule, vivant avec les conséquences de ses choix. Et moi, je guérissais. La thérapie a aidé. Mon grand-père a insisté pour que j'y aille dès le début. Un psychologue incroyable nommé Dr.
Ramirez m'a aidé à tout traiter: l'abandon, le traumatisme, la reconstruction de mon identité. Ma jambe a guéri. 6 mois de rééducation intense, mais elle a guéri. Je boite encore un peu quand il va pleuvoir, mais je peux marcher, courir et vivre normalement. J'ai fini le lycée en vivant avec mon grand-père. J'ai été accepté à l'université en génie industriel. Mon grand-père a pleuré de fierté à ma remise de diplôme. Il a pleuré plus que moi. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans une société de conseil. J'aidais aux dépenses de la maison, bien que mon grand-père proteste toujours. C'est ton argent pour ton avenir, disait-il. Mais je voulais contribuer. Nous étions une équipe. Désormais, nos routines sont devenues notre forme d'amour. Le café ensemble chaque matin. Mon grand-père me racontant des histoires sur mon père. Moi l'aidant avec la technologie qu'il ne comprenait pas. Les dimanches à regarder le foot, les repas faits maison, les rires, la paix. J'ai trouvé chez mon grand-père ce que je n'ai jamais eu avec ma mère: un amour inconditionnel, une présence, un véritable sacrifice. Il a adapté sa vie de retraité pour s'occuper de moi. J'ai adapté ma vie de jeune adulte pour m'occuper de lui. Nous prenions soin l'un de l'autre. 2 ans et demi après l'accident, ma mère a de nouveau tenté de me contacter. Un long message sur les réseaux sociaux, plein d'excuses et de justifications. Elle disait qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait changé, qu'elle voulait tout expliquer, qu'elle avait besoin de mon pardon pour pouvoir avancer. J'ai montré le message à mon grand-père. C'est ta décision, mon fils, a-t-il dit simplement. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. J'y ai réfléchi pendant une semaine et j'ai finalement accepté de la voir. Une seule fois. Dans un café public, avec mon grand-père qui m'attendait dehors dans sa voiture. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard. Elle avait l'air anéantie. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 ans et demi. Des cernes profonds sous les yeux, des vêtements simples et usés, les mains tremblantes. Matteo, a-t-elle commencé. Merci d'être venu. Je sais que je ne mérite pas, tu as 5 minutes, l'ai-je interrompu. Parle. Et elle a parlé. Elle s'est excusée. Elle m'a raconté comment Fernando l'avait manipulée, comment elle avait été en dépression, comment elle avait pris de mauvaises décisions, comment le fait de tout perdre lui avait fait voir la vérité. Mais à aucun moment elle n'a vraiment assumé sa responsabilité. Tout était de la faute de Fernando, de la dépression, des circonstances. Elle n'a jamais dit: j'ai pris la décision de te laisser mourir parce que je ne t'estimais pas, j'ai écouté en silence. Quand elle a fini, j'ai pris une gorgée de mon café. Tu as terminé, ai-je demandé. Elle a hoché la tête avec espoir, comme si elle s'attendait à ce que je lui pardonne et que tout redevienne comme avant. D'accord, ai-je dit calmement. J'ai entendu ce que tu avais à dire. Maintenant, écoute-moi. Je ne te déteste pas, maman. La haine demande une énergie que je ne suis pas prêt à dépenser pour toi. Mais je ne te pardonne pas non plus, et tu n'es absolument pas ma famille. Matteo, s'il te plaît. Laisse-moi finir, j'ai levé la main. Tu as eu 17 ans pour être ma mère. Tu as choisi de ne pas l'être. Tu as choisi Fernando plutôt que moi, encore et encore. Et quand j'étais presque mort, quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi une réservation au restaurant plutôt que ma vie. Ce n'était pas une mauvaise décision. C'était la vraie toi. Mais j'ai changé. Peut-être, ai-je répondu. Ça m'est égal. Mon grand-père m'a donné quelque chose que tu n'as jamais pu me donner. Il m'a donné un amour inconditionnel, il m'a donné sa présence, il m'a donné un vrai foyer. J'ai déjà une famille, et tu n'en fais pas partie. Je me suis levé. J'ai laissé assez d'argent sur la table pour payer mon café. Je te souhaite le meilleur, maman, ai-je dit. Vraiment. J'espère que tu trouveras la paix. Mais trouve-la sans moi. Ne me contacte plus. Je suis sorti du café. Mon grand-père attendait dans la voiture. Il m'a vu marcher vers lui et a tout de suite su que c'était fini, que ce chapitre était enfin clos. Je suis monté dans la voiture. Il a démarré sans poser de questions. À la maison, papy, ai-je dit. Il a souri, de ce sourire doux et plein d'amour qui m'avait sauvé. On rentre à la maison, mon fils, a-t-il répondu, et nous avons roulé vers notre maison, l'endroit où était ma place, avec la personne qui m'avait vraiment choisi. J'ai 22 ans maintenant. Mon grand-père en a 78.
Il est toujours fort et en bonne santé, bien qu'un peu plus lent. J'ai terminé mes études. J'ai un bon travail. Je vis toujours avec lui, même si je pourrais déménager. Je n'en ai pas envie. Ces années avec lui sont précieuses, et je sais qu'elles ne sont pas infinies. Ma mère ne m'a plus jamais contacté. J'ai entendu dire par des ondits qu'elle avait déménagé dans une autre ville, qu'elle avait recommencé sa vie. Je suis sincèrement heureux pour elle, mais elle ne fait pas partie de ma vie. J'ai appris quelque chose de fondamental de tout cela. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. La famille, ce sont ceux qui sont là, ceux qui restent, ceux qui choisissent de vous aimer quand c'est difficile. Mon grand-père a dormi pendant 15 nuits sur un fauteuil d'hôpital inconfortable. Il s'est battu en justice pour moi. Il a reconfiguré toute sa vie de retraité pour me donner un foyer. C'est ça, la famille. Ma mère a choisi une réservation au restaurant plutôt que ma vie. Ça ne l'est pas. Et je suis enfin en paix avec ça. Modification, pour tous ceux qui ont demandé dans les commentaires, oui, mon grand-père va bien. Il a eu 78 ans le mois dernier. Nous avons organisé une fête pour lui. Il est en bonne santé et heureux. Non, ma mère n'a pas réessayé de prendre contact. Cela fait 5 ans depuis cette rencontre au café. J'espère sincèrement qu'elle va bien, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Oui, j'ai fini l'université. Je travaille dans le conseil aux entreprises. Je vais bien. Pour tous ceux qui traversent des situations similaires avec des parents négligents ou abusifs, vous n'êtes pas seul. La famille que l'on choisit peut être plus forte que la famille dans laquelle on est né. Et il est acceptable de s'éloigner des personnes toxiques, même si ce sont vos parents. Votre santé mentale et votre bien-être comptent. Et si vous avez des grands-parents qui vous aiment inconditionnellement, serrez-les dans vos bras aujourd'hui. Dites-leur que vous les aimez.